Alors, bonjour à tous. C'est l'heure de débuter. Donc, bienvenue à ce midi-conférence qui va faire le point sur la situation, non, jeter un regard sur le point sur la situation économique et financière du Québec présenté par le ministre Girard hier. Donc, avant de débuter, j'aimerais, comme chaque fois, oui, vous remercier, mais surtout remercier l'équipe de la chaire, l'entièreté de l'équipe de la chaire qui a travaillé à préparer cette présentation d'aujourd'hui. Ce sera donc Luc qui va vous présenter ça dans quelques secondes. Juste le temps de vous dire qu'à la fin de la présentation, on devrait avoir encore une fois un peu de temps pour les questions. Donc, vous pouvez utiliser la bulle de conversation comme à l'habitude pour poser vos questions. Alors, de ce pas, Luc, je te cède la parole. À toi de jouer. Parfait. Alors, merci beaucoup. Alors, je vais quand même vous montrer un peu de quoi on parlera. Donc, on va faire le point donc sur les données d'hier, mais sur l'économie, sur les finances publiques. On va revenir un peu sur la question de l'indexation du régime d'imposition. On va parler évidemment des réductions des taux de certaines cotisations sociales. On va regarder plus spécifiquement certaines mesures fiscales et budgétaires qui touchent les entreprises qui ont été annoncées également hier. Puis on va revenir quelques remarques sur le fonds d'électrification et de changement climatique. Essentiellement, c'est le plan pour les prochaines minutes. Donc, sans plus tarder, je reviens sur ce que l'équipe de la chaire a préparé en lien avec l'économie touchant le point sur la situation économique et budgétaire. Donc, ce qu'on peut voir ici pour commencer, c'est ben, une croissance économique, somme toute, assez modeste pour l'année 2025. Une croissance également assez modeste pour l'année 2026. On parle de 0,09 en croissance réelle, 1,1. Et par la suite, on voit qu'on revient sur une tendance, mais qui est maintenant la tendance, entre guillemets, que j'appellerais naturelle, est maintenant autour de 1,5. Auparavant, on l'estimait jadis à 2 ou après ça 1,7. On est maintenant autour de 1,5. Donc, c'est ce qu'on peut voir. Évidemment, le PIB nominal croît plus vite que ça, mais pour l'essentiel, c'est ce qu'on peut observer. Puis si on regarde par rapport aux prévisions que le ministre avait fait en mars dernier, bien, on peut voir que pour l'année qui s'est terminée 2024, bien là, la croissance du PIB réel, finalement, était plus forte que ce que le ministre anticipait en mars dernier. Mais on peut voir que pour l'année 2025 et toutes les autres années, la croissance du PIB réel sera plus modeste. Donc, on prévoyait 1,1, ça sera 0,9. On prévoyait en 2026 1,4, ça sera 1,1. Et vous voyez là, etc., une croissance qui est un peu plus faible qu'anticipée au budget dernier. Et tout ça, bien, ça nous amène à une révision donc du PIB réel entre les deux moments, donc hier et le budget de 2025-26. Ça nous ramène donc à une révision là, à la baisse de la tendance du PIB réel, là, si on observe jusqu'en 2029. Ici, je prends quelques minutes pour vous parler de notre estimation du PIB potentiel. Donc, si l'économie roule à plein régime au Québec, comment évoluerait, quel serait le PIB? Bien, vous voyez que c'est la ligne en noir. Donc, vous voyez qu'en 2019, on était au-dessus du potentiel. Évidemment, en 2020, on était sous. Mais on l'a peut-être oublié qu'autour de 2022, on était revenu au-dessus du potentiel. Mais là, toute la période là, qui nous concerne, là, 2024 à 2028, la projection annoncée hier du PIB réel sera en deçà du PIB potentiel du Québec. Il faut attendre jusqu'en 2029 pour que le PIB réel retrouve son point de PIB potentiel. Et donc, ça veut dire qu'on peut justifier des déficits pendant qu'on est lorsque le PIB réel est en deçà de son potentiel, mais lorsqu'on est à plein potentiel, le déficit se justifie un peu mal, donc parce qu'il n'est pas de nature conjoncturelle. On y reviendra un peu plus loin, évidemment. L'équipe a fait une comparaison avec l'Ontario
Ce qu'on peut voir, c'est que pour l'année en cours, le Québec a une croissance du PIB réel un peu plus forte que l'Ontario. Ça sera également le cas pour l'année prochaine. Ça veut dire que même si on a revu à la baisse la croissance, on est peut-être un peu moins frappé par les perturbations commerciales que l'Ontario. Et donc, on a une croissance qui est un peu plus forte que l'Ontario pour l'année en cours et l'année prochaine. Par contre, vous remarquez que pour les 2 dernières années que je vous présente ici, on se retrouve avec une croissance du PIB du Québec plus faible que la croissance ontarienne. Donc, 2 premières années à notre avantage, les 2 dernières à notre désavantage par rapport à l'Ontario. Ici, considérant le contexte économique, le ministère des Finances a préparé un scénario alternatif de récession. Donc, je vous le présente ici. S'il devait se matérialiser, évidemment, comme l'année 2025 est complétée, ça n'aurait pas d'effet sur l'année 2025. Par contre, un scénario de récession nous amènerait à une croissance négative du PIB réel en 2026. Même 2027 aurait une croissance légèrement plus modeste. Ça veut dire que la reprise sera un peu plus lente ou que la reprise, le début de l'année 2027 sera encore dans un scénario de récession. Évidemment, ça nous amène par la suite à une croissance un peu plus élevée en 2028. Ce n'est pas le scénario de référence du ministère. Le scénario de référence, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Ça, c'est si ça devait aller plus mal que prévu avec une récession, c'est ce que nous pourrions obtenir en termes de croissance du PIB. Évidemment, qu'est-ce qui peut jouer sur les perspectives économiques, donc les incertitudes, les risques? Bien, évidemment, il y a plein de choses qui peuvent jouer. Évidemment, l'évolution des politiques économiques et commerciales avec les États-Unis, c'est un bel exemple. Là. Si les droits de douane sont plus élevés que prévu, bien, ça va avoir un effet négatif. S'il y a des accords commerciaux plus positifs, bien, c'est l'inverse, ça va jouer positivement sur la croissance économique. Donc, l'état des tensions géopolitiques affecte également les perspectives ou accroît l'incertitude en termes de perspectives économiques. Une croissance démographique, ça peut jouer positivement sur la croissance. Il y a également des effets de productivité. Donc, s'il y a moins d'investissement des entreprises dans un monde incertain, ça va avoir un effet négatif sur la croissance économique. Inversement, si les entreprises décident de recourir davantage par exemple, à l'intelligence artificielle, ça pourrait avoir un effet positif sur la productivité. C'est des exemples également là, d'incertitudes que nous pouvons observer. Et le dernier, évidemment, là, les phénomènes climatiques peuvent avoir amènent de l'incertitude en termes de prévision économique. Je vous présente maintenant comment se compare la croissance estimée par le ministère des Finances pour l'année 2026, comment elle se compare à la moyenne du secteur privé. Bien, vous pouvez voir que, grosso modo, en moyenne, le secteur privé prévoit la même croissance économique que le ministère des Finances. Donc, il n'y a pas de scénario de récession vraiment là, qui sont comme la carte le plus susceptible de se matérialiser. Maintenant, je regarde les perspectives de la population. Évidemment, la population affecte les perspectives économiques. Et vous voyez qu'en l'espace de 6 mois à peine, entre le budget de mars dernier et la mise à jour d'hier, vous voyez que dans chacune des observations, on se retrouve avec une population plus faible que celle escomptée il y a 6 mois. Et pour l'année 2029, on parle quand même d'un changement assez, puis même 2028, on parle de changement quand même assez marqué, là, où là, on a près de 150 000, près de 200 000 personnes de moins. Donc, ces changements démographiques-là se répercutent également sur la croissance économique. Évidemment, moins de population, un PIB révisé à la baisse, mais si la révision de la population est plus forte que la révision du PIB, bien, ça nous amène à un PIB par habitant qui est légèrement revu à la hausse pour chacune des périodes que nous analysons ici. Donc, une révision à la hausse par rapport à ce qui avait été initialement indiqué dans le budget de mars dernier. Ici, on aborde l'inflation. Donc, l'inflation,
légèrement plus élevé que prévu. On escomptait 2,1 d'IPC pour l'année 25, on aura 2,2. On estimait 2 pour l'année 2026, on estime maintenant 2,1. Mais ceci étant dit, si on regarde par rapport à la fourchette de l'inflation cible de la Banque du Canada, entre 1 et 3, on s'aperçoit qu'on est grosso modo pile poil dans le milieu de la fourchette. Et c'est ce qui est... Il n'y a pas eu de révision pour les années 27, 28 et 29. La prévision d'inflation est toujours à la cible de 2 %. Marché du travail, on aurait pu penser qu'avec le contexte de perturbation économique, que la création d'emplois serait détériorée en 2025. Bien, force est de constater que, rendu à la fin novembre, on s'aperçoit que la création d'emplois est beaucoup plus forte qu'escomptée en 2025. Ça ne veut pas dire que le marché du travail ne se resserre pas pour certains groupes. Je pense notamment aux plus jeunes, là, la cohorte des 15-24 ans. Peut-être que là, le taux de chômage a augmenté. Donc, une difficulté d'entrer sur le marché du travail plus difficile. Mais si on regarde, il y a quand même eu une création d'emplois plus fortement que prévu pour l'année 2025. Et ça sera un peu l'inverse qu'on observera pour les prochaines années. Donc, on voit premièrement, on va être dans la création d'emplois beaucoup plus faible et plus faible que ce qui était escompté en mars dernier. Donc, on va être à moins de 15 000 emplois par année créés pour les 2026 et suivantes, selon les dernières prévisions de mise à jour du point sur la situation économique et financière d'hier. Tout ça pour dire que le Québec a, à ce jour, en octobre 2025, le taux de chômage, le plus faible de toutes les provinces canadiennes, donc de manière assez manifeste. Là, on passe presque du simple au double entre la province qui a le taux de chômage le plus faible et la province qui a le taux de chômage le plus élevé. Donc ça, c'est quand même un signal d'un marché du travail qui reste relativement serré. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le taux de chômage n'est pas plus élevé chez les plus jeunes. Ça veut juste dire qu'on a quand même, dans le marché du travail, avec la création d'emplois qui a été faite cette année, on a un taux de chômage qui reste extrêmement faible. Si on regarde les mises en chantier, donc on sait qu'on accorde beaucoup d'importance actuellement à l'accès à la propriété. Bon, ben, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de changement, évidemment, pour 2024 parce que l'année était complétée au moment du budget, mais on s'aperçoit que pour l'année 25, l'année 26, particulièrement, il y a une accélération là, de 8 000 mises en chantier en 2025, de un peu plus de 5 000 mises en chantier en 2026. Pour 2027, on est un petit peu plus haut, mais là, on parle de 500 mises en chantier de plus et on va être plus bas. Donc, ça sera une accélération des mises en chantier. Grosso modo, ça serait plus faible pour l'année 28 et 29. J'arrive maintenant aux exportations. Donc, dans le budget, on pensait avoir une croissance des exportations de 1,1 % pour l'année 25. Bien, finalement, la fermeture du marché américain, là où les droits de douane nous amènent à une croissance négative des exportations de 1,9 %. Donc, c'est ici là, que les changements sont les plus prononcés. On voit également, pour l'année suivante, là, une croissance quand même beaucoup plus modeste également des exportations. Du simple au double, on passe de 2 % qu'on croyait au budget dernier à 1 % dans la mise à jour d'hier. Tout ça fait le point un peu sur les perspectives économiques, indicateurs économiques. Je passerai maintenant à l'état des finances publiques, donc faire le point sur l'état des finances publiques, sur ce qui a été présenté hier. Donc, sur le déficit après versement au Fonds des générations au sens de la loi sur l'équilibre budgétaire, bien, première bonne nouvelle, pour l'année en cours, il y a une révision, là, le déficit sera 1,2 milliard plus petit qu'escompté au moment du budget. Donc, on passe de 13,6 à 12,4. On s'aperçoit par contre pour les autres années, puis on va y revenir plus loin, mais les soldes déficitaires restent les mêmes et le plan de retour à l'équilibre
pour l'année 29-30, on voit que les marches à monter, là, de moins de 10 milliards l'année prochaine, 5 milliards,7 en l'année 27, 1,5 milliard en l'année 28, 0 en l'année 29-30, ça n'a pas bougé. Et les provisions pour éventualité, on pourra vous les présenter un peu plus loin, demeurent les mêmes. Les écarts à résorber aussi demeurent les mêmes, mais j'y reviens de ces éléments-là un peu plus loin. Donc, qu'est-ce qui a permis de passer d'un déficit de 13,6 à 12,4 milliards? Vous le constatez ici, c'est essentiellement des revenus fiscaux qui ont augmenté ainsi que d'autres revenus. Donc, c'est l'augmentation des revenus qui explique cela. Et on a vu un peu, là, quand même, des dépenses de portefeuille un peu plus élevées qui viennent un peu atténuer cette embellie du côté des revenus. Et les intérêts sur la dette pour l'année 25-26 entraînent une détérioration, là, une augmentation des dépenses en intérêts sur la dette de près de, pas de près, d'un peu plus d'un demi-milliard de dollars. Donc, en gros, des facteurs positifs du côté des revenus, des facteurs un petit peu aggravants, mais dans une moindre mesure, du côté des dépenses et particulièrement du côté du service de la dette. Mais plus loin, je pourrais vous montrer que si c'est vrai pour l'année 25-26, ça ne sera pas nécessairement vrai que le service de la dette va se détériorer par rapport au budget. Je reviens là-dessus dans des diapos subséquentes. Ici, donc, on vous a présenté le plan de retour à l'équilibre budgétaire jusqu'à 0 en 2029-30, mais il faut quand même constater que dans le plan de retour à l'équilibre budgétaire, il y a toujours des écarts à résorber. Le ministre dit, je ne sais pas encore comment je vais les résorber. Ça peut être du côté des revenus, ça peut être du côté des dépenses. Évidemment, lui, le ministre, mise sur des transferts fédéraux plus importants, mise sur une réingénierie des dépenses qui ferait que les dépenses seraient moins élevées, mais en offrant les mêmes services, sur une croissance économique plus forte. Mais vous voyez que s'ils ne sont pas résorbés, on se retrouverait avec un plan de retour à l'équilibre budgétaire qui resterait déficitaire. Mais le plan de match du gouvernement, c'est de le ramener à 0 et de résorber dans les 3 années derrière du plan 1 milliard, 2,5 milliards et 2,5 milliards. Ici, ce que je vous montre, c'est comment vont évoluer les revenus et les dépenses en pourcentage du PIB. Je vous ai montré une longue période pour montrer que les revenus avaient augmenté et les dépenses avaient augmenté avec la pandémie. On constate que les revenus et les dépenses sont en diminution depuis. Mais si vous regardez plus attentivement la période en cours, vous voyez que les revenus restent assez stables en pourcentage du PIB, pendant que durant cette période-là, les dépenses perdent de l'importance en termes du PIB. Ça veut dire que le plan du ministre des Finances pour retrouver l'équilibre budgétaire se fait essentiellement par une croissance moindre des dépenses qu'une croissance de ses revenus. Puis on observe, à titre illustratif, que rendu en 2029-30, les dépenses auraient retrouvé, selon le souhait du ministre, le poids des dépenses pré-pandémiques dans l'économie québécoise. Et donc, c'est un peu les dessous de la stratégie du plan de retour à l'équilibre budgétaire. Je rajoute un élément ici. Je vous regarde quelles sont les perspectives budgétaires du Québec et de l'Ontario. On aime ça souvent au gouvernement se comparer avec l'Ontario. Ici, je prends les soldes budgétaires au sens des comptes publics, donc avant versement au Fonds des générations. Évidemment, pour que les comparables soient plus faciles à faire avec l'Ontario, qui n'a pas de fonds des générations. Et malgré tout, ce qu'on observe, tantôt, je vous avais dit avec l'Ontario qu'on a une meilleure croissance économique dans les 2 premières années. Mais ici, ce qu'on observe, c'est que sous l'angle des déficits, le Québec a des déficits plus importants que l'Ontario dans chacune des 4 années comparées, même que l'Ontario retrouve l'équilibre budgétaire en 27-28, alors que le Québec retrouvera l'équilibre budgétaire selon le plan du ministre 2 années plus tard. Et donc, on se retrouve ici à un équilibre budgétaire solde compte public avant versement au Fonds des générations. L'Ontario
en 27-28. Le Québec est toujours déficitaire, est toujours plus déficitaire que l'Ontario sur cette base-là pendant l'année dernière et l'année en cours et les deux suivantes. Je fais une comparaison du solde provincial. Je le fais donc au sens des comptes publics, c'est le bleu foncé avant les versements au Fonds des générations. Le bleu un peu plus pâle inclut les versements au Fonds des générations. Mais vous voyez quand même que le Québec a un déficit, si on y va, comparable à la moyenne, mais donc plus faible que la Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et du Prince-Édouard, mais plus fort, comme je viens de le dire, que l'Ontario, mais aussi plus fort que l'Alberta, Terre-Neuve, Manitoba et Saskatchewan. Ici, je vous ai déjà montré ça tout à l'heure, donc c'est juste un rappel parce que ça va ouvrir la porte à la discussion des diapos suivantes. Et donc, je compare l'évolution du PIB potentiel, donc si l'économie roulait à plein régime sans perturbation de quelque nature que ce soit, on disait qu'on était sous le potentiel pour les années 24 à 2028 et que pour l'année 2029, essentiellement, on serait au potentiel. Bon, qu'est-ce que ça nous amène à? Ça nous amène à décortiquer les déficits du gouvernement du Québec, voir quelle portion est liée à la conjoncture économique parce que le PIB est sous son potentiel et quelle portion du déficit est liée à la structure des revenus-dépenses qui n'a rien à voir avec la conjoncture économique. Puis ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour les années 24, 25, 26 et 27, on s'aperçoit que la majorité du déficit est de nature structurelle. Donc, c'est le bleu foncé qui domine. Donc, la majorité du déficit est de nature structurelle. Vous constatez que dans le orangé, on parle de déficit lié à la conjoncture et que pour ce faire, on a mis la provision pour éventualité. Donc, une éventualité qui est incertaine ne peut qu'être conjoncturelle. Et donc, on a mis la part de la provision pour éventualité du ministre dans la composante conjoncturelle du déficit. Vous vous apercevez que plus on avance dans le temps, plus l'essentiel du déficit conjoncturel est lié à la provision pour éventualité. Donc, c'est ce qu'on peut observer ici. Et ça, c'est les écarts à résorber. Puis vous voyez pour la dernière année, bien, l'écart à résorber est plus grand que le total du déficit structurel et du surplus qu'on peut voir ici là, en lien avec le fait qu'on serait à notre plein potentiel. Donc, on arrive à la fin. Si l'écart est résorbé, on se retrouve à l'équilibre budgétaire et il n'y aurait plus de déficit structurel. Ici, on regarde essentiellement uniquement les dépenses qui sont de nature structurelle, revenus et dépenses structurelles. Vous vous apercevez que du côté des recettes, ça reste assez stable autour de 24,5, 24,6, 24,7, 24,6, 24,4 du PIB potentiel. Mais vous observez que du côté des dépenses, on passe de 25,6 à 25,4, 25,2, 24,9, 24,6. Et ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, il faut, dans les dépenses structurelles, les amoindrir parce que le ministre des Finances, lui, il ne veut pas augmenter les impôts. Son plan de retour à l'équilibre budgétaire se passe par des gains d'efficacité avec des dépenses à moindre coût, donc faible croissance des dépenses. Ça ici, c'est uniquement les dépenses structurelles et les revenus structuraux. Vous allez voir, si on va du côté des revenus et dépenses conjoncturelles, donc si on regarde cette fois-ci la composante conjoncturelle, évidemment, si on est sous notre potentiel, on perçoit moins de recettes, donc un demi-milliard en 25-26, 400 millions en 26-27, 200 millions en 27-28, 100 millions de moins. Et là, on est à notre potentiel et même un petit peu plus. Et donc, on a des recettes
conjoncturel en surplus pour la dernière année, l'année où on retrouvait l'équilibre budgétaire. Et du côté des dépenses, tout ce qu'on a mis dans les dépenses conjoncturelles, c'est la provision pour éventualité, donc qui est de 2 milliards pour les 2 premières années. Donc 2 milliards en pourcentage du PIB potentiel, ça nous amène à 0,3. Et comme la provision pour éventualité est de 1,5 milliard en proportion du PIB potentiel, avec une décimale, là, ça nous amène grosso modo à 0,2 %. Et donc, si cette provision-là n'est pas utilisée parce que l'économie n'en a pas besoin, puis que nos revenus arrivent à leur plein, parce qu'on retrouve le plein potentiel, mais il n'y aura plus de déficit de recettes conjoncturelles, et donc on serait en 2029-30 à l'équilibre budgétaire. Donc, ça clôt toute la notion là, de quelles sont les causes profondes du déficit et du retour à l'équilibre budgétaire. Ce qu'il faut en retenir, même si ça reste un peu complexe, c'est qu'il y a une partie du déficit québécois actuel, la majeure partie pour l'année en cours, qui s'explique par le fait que l'économie québécoise a certaines perturbations et roule sous son plein potentiel économique. Mais il y a une partie du déficit, néanmoins, qui s'explique parce qu'on a trop de dépenses par rapport aux revenus qu'on choisit de prélever, ou qu'on n'a pas assez de revenus qu'on choisit de prélever par rapport aux dépenses qu'on choisit d'offrir. Je ferme la parenthèse. Je m'en vais ici sur, on n'est plus dans la nature conjoncturelle et structurelle, on s'en va dans les bonnes vieilles dépenses normales et revenus normaux. On regarde la croissance des revenus en milliards. Ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'il y a croissance des revenus autonomes. Pour la croissance des transferts fédéraux, il y a croissance en début d'analyse. 31,5, 30,5, 31,2, 32, 32,5. Et là, on rabaisse. Donc, en fin de période, les transferts fédéraux vont connaître une petite décroissance. Il faut quand même le noter. Ici, je vous présente, par rapport au budget dernier, quels sont ces revenus-là en milliards. Bien, vous voyez, pour l'année en cours, là, si on dit que le déficit a été revu, c'est essentiellement parce que les revenus sont 2,5 milliards plus élevés qu'ils n'avaient escompté il y a 6 mois. Mais si vous regardez pour toutes les autres années, on se retrouve avec des revenus qui sont moindres qu'escomptés. Et pour la dernière année, on anticipe 1,8 milliard de moins de revenus pour le gouvernement du Québec. Donc, à prendre en compte dans notre plan de retour à l'équilibre budgétaire, mais je vais vous le montrer tout à l'heure. Maintenant, on regarde par assiette. Bien là, on peut voir que du côté de l'impôt sur le revenu, en 25-26, il y a une bonne croissance. On parle de 4,7 %. Puis pour les autres années, la moyenne est de 3,7 %. Donc, il y a une croissance du côté de l'impôt sur le revenu du gouvernement du Québec. Du côté des taxes à la consommation, la croissance est plus modeste en 25-26. On parle de 1,6 %, mais en moyenne, pour la suite, on parle d'une croissance de 2,6 %. Du côté des impôts sur le revenu des sociétés, où là, ben, ça connaît une évolution, disons, qui n'est pas linéaire. Là, par exemple, pour l'année prochaine, on va avoir une croissance qui est quand même limitée à 0,8 %. Mais si on va voir en 27-28, on va avoir une croissance de 6 % des recettes pour retomber l'année suivante à 0,3 %. Donc, l'impôt sur le revenu est davantage lié à l'économie. Là, donc, la croissance n'est pas linéaire dans le temps. C'est simplement ce qu'on voulait vous souligner ici. Là. Donc, si on regarde, tantôt, je vous ai dit, les transferts fédéraux vont décroître entre 28, 29 et 29, 30. Il faut regarder peut-être les composantes. Donc, du côté de la péréquation, la croissance est là tout le temps. Du côté des transferts pour les programmes sociaux et le transfert pour la santé, la croissance, bien qu'elle puisse être lente, elle est là tout le temps. C'est les autres programmes qui connaissent une décroissance passée 2000.
26-27, là, on voit qu'on passe d'un sommet de 7,6 milliards, 7,1 et même 5,9 pour la dernière année. Donc, c'est les autres programmes qui comprennent notamment les transferts en vertu d'entente Québec-Canada pour l'immigration, pour l'apprentissage des services de garde. Tous ces autres transferts-là réunis vont diminuer, particulièrement lors des années 27 et suivantes, là. Ici, ce que je voulais vous montrer, c'est des mesures qui ont été mises en place dans la mise à jour économique. On voulait essayer de comprendre l'ampleur des mesures. Donc, il y a la réduction de la cotisation pour les travailleurs, qui est, je pense qu'ici, on a inversé les chiffres, là. La réduction pour la cotisation des travailleurs, j'y vais de mémoire, mais j'ai l'impression que les chiffres ont été inversés. On parle de cotisation de travailleurs d'1,7 milliard et réduction de la cotisation pour les employeurs. On va y revenir plus loin, mais on parle des cotisations au RRQ et Régime québécois d'assurance parentale. On est grosso modo là, à 4 milliards, un peu moins. Et juste l'indexation du régime, on est à 4,1 milliards. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que de toutes ces initiatives-là, ça n'a pas de coût véritablement pour le gouvernement ou pas de nouveaux coûts suite à la mise à jour économique parce que l'indexation, on va y revenir, mais c'est déjà budgété dans le cadre financier du gouvernement. Et les réductions de taux de cotisation se financent à même les cagnottes accumulées ou qui vont croître plus lentement dans les régimes. Et donc, tout ça, cet élément-là nous amène à dire que si on regarde du côté du coût des nouvelles initiatives, même si on parle d'un plan de 8,3 milliards, bien, lorsqu'on arrive en termes de coût des nouvelles initiatives, ce qui va avoir un effet sur le cadre financier, on est plutôt à 600 milliards du coût pour les nouvelles initiatives. Et à ça, on pourra même rajouter que le 5,98 millions, ce n'est pas un vrai coût pour le cadre financier. On pourra même le rabaisser autour de 310 millions dans la mesure où il y a des initiatives qui sont ici. Là, je ne veux pas, ils sont peut-être accumulés dans certains, là, mais il y a des initiatives qui sont dans quelques endroits ici qui vont être financées directement par le Fonds d'électrification des changements climatiques. On y revient plus loin là, vers la conclusion, mais ça veut dire qu'il y a de l'argent qui va être pris dans le Fonds d'électrification des changements climatiques qui vont permettre de financer certaines initiatives qui vont dégager de la marge de manœuvre pour faire d'autres initiatives dans le cadre budgétaire, mais l'effet net sur le cadre budgétaire du ministre des Finances est plutôt non pas 8,3 milliards, non pas 600, mais plutôt autour de 313 millions de dollars. J'espère que je suis clair dans ces explications-là. Si on regarde l'évolution des dépenses de portefeuille, puis on regarde pour la prochaine année budgétaire, bien, on s'aperçoit qu'en santé, la croissance sera limitée à 1,7, en éducation, 1,8, enseignement supérieur qui comprend cégep et université, une croissance négative de 0,2. Donc, pour les trois principales missions de l'État, on aurait une croissance plus faible que pour les autres portefeuilles. Ça, c'est pour l'année 26-27. Si on s'en va pour l'année suivante, 27-28, là, on aurait une croissance de 2,1 % pour la santé, 2,8 % pour l'éducation, 2,5 % pour l'enseignement supérieur, alors que tous les autres dépenses de portefeuille connaîtraient une décroissance dans ce cas-là. Donc, quand je vous dis que le ministre veut des croissances plus faibles de ses dépenses de portefeuille pour retrouver l'équilibre budgétaire, bien là, au total, les dépenses de portefeuille vont croître pour la prochaine année à 2 % et pour l'année qui suivra à 1,4 %. C'est des taux de croissance de dépenses de portefeuille faibles, surtout si on regarde à ce qu'on a pu observer, par exemple, dans les 10 dernières années là, précédant le plan de retour à l'équilibre budgétaire. Donc, je poursuis avec les dépenses de portefeuille dans leur ensemble. Vous voyez, cette année, pour l'année en cours, on va dépenser
300 millions de plus que ce qu'on pensait dépenser dans le budget de mars dernier. Mais voyez, les 4 prochains budgets, on va dépenser moins que ce qu'on prévoyait dépenser dans le budget de mars dernier. Et je vous ramène ici, tantôt je vous disais, les revenus sont plus bas, les dépenses vont être un peu plus basses et le solde budgétaire demeure inchangé. Mais ça veut dire que le ministre des Finances adapte son niveau de croissance des dépenses à la croissance de ses revenus moins X pour maintenir un effet inchangé sur le solde budgétaire. Donc, pour l'année 25-26, recettes qui croissent plus vite, dépenses qui croissent plus vite, qui ont écart des dépenses un peu plus fortes, et on se retrouve avec un solde budgétaire moins déficitaire que prévu. Mais vous voyez pour les 4 années suivantes, si les revenus diminuent de 600, les dépenses diminuent de 600 et ça n'a pas d'effet sur le cadre financier. L'année suivante, revenus moins 900, dépenses moins 900, aucun effet sur le cadre financier. Moins 900, aucun effet sur le cadre financier. Et la même chose s'observe, là, vous voyez, pour la dernière année, je vous avais parlé des revenus qui seraient 1,8 milliard plus faibles. Les dépenses vont être 1,7 milliard plus faibles, avec pratiquement aucun effet sur le solde financier. Et donc, le ministre garde le cap sur le solde en ajustant à chaque fois la croissance de ses dépenses en lien avec la croissance de ses revenus. Donc, si les revenus avaient cru un peu plus vite, s'il y avait eu, par exemple, on n'a pas parlé encore, mais on a aboli l'idée de... Bien, on s'harmonise avec le fédéral à l'égard de l'inclusion du gain en capital, mais on s'harmonise à ce qu'il n'y ait pas de changement. Et donc, de ce fait, il y a moins de revenus qu'estimés. Et donc, on ajuste les dépenses pour qu'il y ait également moins de dépenses qu'estimées pour ne pas affecter le solde budgétaire. Ici, on regarde le service de la dette, ici en milliards de dollars. Vous voyez que pour l'année en cours, on rajoute 500 millions de coûts de service de la dette par rapport au budget. Mais vous voyez que pour la dernière année, on enlève 500 millions de coûts pour le service de la dette par rapport au dernier budget. Donc, pour la première année, pour pour l'année en cours, on a des dépenses de service de la dette plus élevées, mais pour toutes les autres années, donc les obligations sont révisées à des taux moindres, on arrive avec un service de la dette qui est plus faible qu'escompté. Et ça nous amène à dire, bien, si on regarde le service de la dette en pourcentage des revenus, bon, une part, il a déjà été beaucoup plus élevé avant, mais durant la période analysée, c'est assez stable entre 6,2 et 6,6 des revenus qu'on collecte qui vont au service de la dette. Allons du côté de la dette nette, regardons-la d'abord en milliards. Bien, clairement, on voit qu'elle augmente, là, donc, et ça s'explique principalement par les déficits et par l'ajout d'immobilisation qu'on ajoute avec le plan québécois des infrastructures. Ce sont deux facteurs qui contribuent à une aggravation de la dette qui passe pour l'année en cours de 2,54 à presque 290 milliards pour la dernière année de la comparaison. Ici, on regarde la loi sur la réduction de la dette. On regarde donc la dette nette en pourcentage du PIB. Puis on regarde la mise à jour économique, ce qu'elle vient faire en termes de respect de la loi sur la réduction de la dette instituée à le Fonds des générations. Mais on s'aperçoit qu'avec les éléments qu'on va expliquer un petit peu plus loin, on se retrouve avec un ratio dette nette PIB plus faible que celui qu'on escomptait dans le budget de mars dernier pour l'année en cours et pour toutes les années observées, ce qui nous amènerait à l'année, donc, pour la cible intermédiaire de 2032-33, la dette nette ne devrait pas être plus grosse que 35,5. Comme le gouvernement a une marge
de 2,5 %, il peut dire qu'il la respecte. Et la dernière cible, qui est de 32,5, cible qui a été rehaussée quand même dans le budget de 2025-26, serait atteinte également en vertu des données présentées dans la mise à jour économique. Ici, je vous présente la valeur du fonds des générations. On va en parler plus loin, mais je suis obligé d'en parler maintenant. Là, on verse dans l'année 25-26, dans l'année 20, pardon, excusez, je vais effacer. Dans l'année 26-27, on va verser 1,8 milliard de surplus passé du fonds vert, fonds d'électrification, changement climatique, au fonds des générations. En plus de ça, on va faire les versements habituels au fonds des générations. Puis, ce qu'il faut compter, c'est qu'on fait des versements. Par contre, on prend de l'argent dans le fonds des générations pour faire des versements directement remboursement de la dette. Et pour l'année 26-27, on parle d'un remboursement de la dette de 2,5 milliards, comme on a fait en 2024-25 et en 2025-26. Donc, c'est pour ça que la dette, tant qu'il y a des remboursements, c'est pour ça que le fonds des générations, tant qu'il y a des remboursements, même ce dernier, bien, le fonds croît moins vite, même en plus si on y a versé les versements du jadis fonds vert devenu fonds d'électrification. Comment est-ce qu'on parle de la dette québécoise? Bon, il n'y a pas de gros changement depuis le budget, mais ici, on présente les données au 31 mars 25, là, avec les données des autres provinces. Et donc, le Québec a la deuxième dette nette des provinces la plus élevée. Seule Terre-Neuve, Labrador nous devance en termes de dette nette en pourcentage du poids de la dette dans son économie. Et si on compare à la moyenne pondérée des provinces, si on compare à la moyenne des provinces, on se retrouve donc avec on est clairement au-dessus et on voit ici les provinces qui sont au-dessus et en dessous de cette cible ou de cette moyenne canadienne-là. Donc, ça ferait le tour de tous nos indicateurs de finances publiques. On avait mentionné la volonté en introduction de faire le point un peu sur la question de l'indexation. La raison pour laquelle on fait le point sur la raison de l'indexation, c'est qu'hier, le ministre a mis beaucoup d'emphase dans sa conférence de presse en disant « j'étais pas obligé d'indexer ». Et dans les documents de la mise à jour économique, il y avait beaucoup de voici ce qu'on remet aux gens grâce à l'indexation. Donc, ce qu'il faut prévoir, est-ce que c'est une façon de remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois? Bien, l'indexation est automatique, puis je tiens à le souligner, elle est déjà prévue dans la loi de l'impôt. Donc, même sans mise à jour économique hier, c'était déjà prévu que le régime soit indexé au 1er janvier 2026. Et ça, c'est dans la loi depuis 2002 qu'on dit que les principaux paramètres du régime sont indexés. D'ailleurs, avec nos collègues à la Chaire, on avait déjà dit, si vous nous suivez sur LinkedIn, il y a environ un mois, que le taux d'indexation du régime pour 2026 serait 2,05. Ça veut dire nous, on connaît les paramètres, on s'en va à Statistique Canada. Dès que les données sont publiées, on peut calculer l'indexation. Et donc, si c'est vrai que le ministre n'était pas obligé d'indexer, c'était simplement s'il avait changé la loi, il n'aurait pas été obligé d'indexer. Donc, sans changer la loi, l'indexation était quand même automatique. Je passe un peu sous silence comment ça fonctionne, mais on se base sur l'IPC du 30 juin de l'année X-2 aller jusqu'au 30 juin dernier pour dire ce qu'on va indexer à partir du 1er janvier prochain. Dans le calcul québécois, c'est donc l'IPC Québec. On ne tient pas compte de la variation des coûts d'alcool, on ne tient pas compte des variations des coûts du tabac ni du cannabis récréatif. Donc, c'est l'IPC sans ces trois composantes-là. Il y a une autre mesure également qui est, donc, quand on indexe le régime d'imposition, on indexe les barèmes, mais on indexe les principales prestations et principaux crédits d'impôt. Mais il y a aussi l'assistance sociale pour laquelle l'indexation est également automatique. Elle est prévue dans les règlements de l'aide aux personnes et aux familles. Et ça aussi, c'est à 2,05. Donc, même sans énoncer hier du ministre, ces éléments-là auraient eu lieu au 1er janvier prochain. Je poursuis encore sur l'indexation. Donc,
quand on compare, comme il y a un petit décalage, il peut arriver des années où l'indexation est plus forte que l'inflation. Il peut arriver des années où l'indexation est plus faible que l'inflation, mais sur une longue période, tout semble s'équivaloir. Et là, vous voyez que pour l'année prochaine, bien, on prévoit une inflation de 2,1, puis on prévoit une indexation de 2,05 parce qu'on a calculé l'indexation sur une période se terminant au 30 septembre dernier. Quelle province a l'obligation ou non d'indexer son régime d'imposition? Bien, d'abord, le fédéral, lui aussi, a une indexation automatique. C'est basé sur l'IPC canadienne, évidemment. Et là, il y a 4 provinces qui indexent aussi leur imposition des provinces, puis ils suivent le fédéral. Donc, dans 2 provinces, on prend l'indexation nationale. Dans 2 provinces, on fait la même chose que le fédéral, mais on prend l'indexation, l'IPC de la province observée. Donc, c'est automatique et c'est fait par le fédéral. Le Québec et Terre-Neuve, c'est automatique dans une loi. C'est avec l'IPC du Québec et évidemment, sans alcool, tabac, comme je viens de vous mentionner. Évidemment, il y a d'autres provinces. L'Alberta prend le moindre de 2 ou de l'inflation observée. Et donc, si l'inflation observée est 4, ben, ils vont indexer à 2 seulement. D'autres provinces, c'est discrétionnaire. Donc, c'est un peu peut-être ce que voulait dire le ministre. Je ne suis pas obligé d'indexer, mais les provinces qui n'indexent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas prévu de mécanisme automatique d'indexation. Donc, ça ferait le point sur l'indexation. On s'en irait au fait saillant concernant les réductions de cotisations sociales. Quand on va au régime des rentes du Québec, le taux de cotisation d'équilibre est 10,47 selon la plus récente étude actuarielle qui maintient qu'on peut respecter la promesse de prestation pour les 50 prochaines années. Or, le régime nous demandait une cotisation de 10,8, même si le taux d'équilibre est de 10,47. Fait que le gouvernement, hier, ça c'est une annonce, a annoncé qu'il rabaissait le taux à 10,06, 10,60, donc une réduction de 0,10 pour les travailleurs, 0,10 pour les employeurs du taux de cotisation au régime de base du RRQ. Du côté du régime québécois d'assurance parentale, en septembre dernier, on avait déjà annoncé une baisse de taux. Hier, on a bonifié la baisse de taux. Les deux, ce qui avait été annoncé en septembre, ça rentrait en vigueur au 1er janvier. Ça rentre encore en vigueur, mais on a donné une baisse plus bonifiée. Et donc, encore une fois, ni la mesure précédente, ni celle-ci vont affecter le solde budgétaire parce que c'est des recettes moindres qui vont rentrer dans les cagnottes de ces régimes-là, sans affecter la viabilité des régimes. Donc, pour un salarié, je ne donnerai pas tous les cas d'exemple. En 2025, on payait 0,494. En septembre, on a dit qu'on va baisser à 0,455. Et hier, on a annoncé que finalement, on s'en allait à 0,43. Donc, des cotisations qui vont être moindres. Si on ramène ça pour les particuliers, ceux qui payaient la cotisation maximale à ces deux régimes-là vont connaître une réduction de 71 $ et 66 $ de l'un et de l'autre pour un total de 137. Évidemment, si on est travailleur autonome, le montant serait différent. Et si on ne paye pas la cotisation maximale, bien, ici, je vous montre l'économie moyenne, là, ce serait plus autour de 80 $ l'économie moyenne découlant de ces réductions de cotisation-là. Je poursuis. Ici, je vous donne un exemple, pour les employeurs. Donc, si on regarde pour un employeur, bien, l'économie moyenne au RRQ serait de 758 $. La réduction moyenne au RQAP pour un employeur serait de 800 $. Donc, l'économie moyenne de 1 500 $, selon, évidemment, le nombre d'employés. On parle d'une économie ici moyenne, ça peut être beaucoup plus que ça, selon la taille de l'entreprise, évidemment. Là, on s'en va aux mesures qui touchent plus spécifiquement les sociétés, notamment les mesures fiscales. On a confirmé l'annulation de la hausse du taux d'inclusion du gain en capital. À vrai dire,
on a dit qu'on s'harmonisait à une mesure qui n'a pas lieu. Et donc là, on continue de s'harmoniser, donc la mesure n'a pas lieu. Et donc, ça vient réduire les revenus de l'État par rapport à ce qu'on avait escompté dans le budget de mars dernier. Également, on confirme qu'on s'harmonise à l'amortissement accéléré. Le gouvernement fédéral l'avait annoncé en décembre 2024, mais comme il avait jamais été, ça avait jamais été, le gouvernement avait été prorogé, il n'y avait jamais eu d'annonce officielle. Ce n'est que dans le budget du 4 novembre dernier que ça a été confirmé. Le gouvernement annonce qu'il s'harmonise, mais le gouvernement du Québec avait déjà budgété ça dans son budget de mars dernier, donc ce n'est pas des sommes nouvelles. La seule nouvelle qui découle, c'est de l'ajout dans le budget fédéral de non seulement permettre l'amortissement sur les machineries, matériels, véhicules mentionnés ici, mais de rajouter l'amortissement accéléré, donc passation en charge de bâtiments servant à la fabrication et de la transformation. Donc, les bâtiments sont maintenant inclus. C'est ce qui va coûter 130 millions sur 5 ans. J'avance. Le gouvernement a voulu nous montrer l'effet de ces mesures-là sur une entreprise qui investit au Québec, qui fait un projet d'investissement, sur le bénéfice qui va être généré sur ce projet d'investissement-là, quelle sera la ponction fiscale découlée sur ce bénéfice-là. Et là, ben, c'est donc un taux sur l'investissement. Québec est fier de montrer qu'il a le taux le plus bas en comparaison à la moyenne canadienne, mais même en comparaison aux États-Unis et même en comparaison avec la moyenne de l'OCDE. Et donc, techniquement, le territoire québécois serait attractif pour les nouveaux investissements du point de vue fiscalité. Du côté de la fiscalité, le gouvernement a fait d'autres annonces pour un soutien ciblé pour le secteur forestier, mais qui comprend et pâte et papier, là, et secteur agricole et la pêche. Donc, il y a un congé de 2 ans de cotisation au Fonds de services de la santé. Il y a, pour le secteur agricole, une compensation de la tarification carbone. Donc, ils seront compensés. Vous voyez les coûts ici, là. Tout ça va venir de manière directe ou indirecte du Fonds d'électrification des changements climatiques. Pour la tarification carbone, ça va devenir directement de ça. Lorsqu'on parle du congé de FSS, à vrai dire, on va demander au Fonds d'électrification et changement climatique de financer davantage le transport collectif. Le Fonds général du gouvernement va financer moins le transport collectif, donc il n'y a pas d'augmentation du financement du transport collectif. Et avec les sommes économisées par le Fonds général en finançant moins le transport collectif, ils vont pouvoir payer cette baisse ce congé de FSS pendant 2 années. C'est la compréhension qu'on a des annonces gouvernementales. Donc, il y a d'autres petites mesures aussi, la prolongation du mécanisme de ristourne pour les COP agricoles, prolongation du mécanisme d'étalement du revenu pour les producteurs forestiers, prolongation du crédit d'impôt pour la Gaspésie et certaines régions maritimes qui devaient prendre fin au 31 mars 2025, prolongé de quelques années également. Et donc, il reste un dernier point qu'on voudrait couvrir ensemble, c'est nos remarques à l'égard du Fonds d'électrification du changement climatique. Donc, techniquement, la mise à jour économique d'hier en parle, mais ça vient tout ça d'un projet de loi 7 qui a été déposé il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale. Et donc, je reviens un peu en premier lieu sur c'est quoi l'objectif du Fonds d'électrification des changements climatiques? C'est appuyer la réalisation de mesures concrètes et efficientes dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'adaptation aux impacts des changements climatiques et de l'électrification de l'économie. Et donc, dans ça, là, ce qu'on vient faire, c'est que dans le fonds vert qui est devenu le Fonds d'électrification des changements climatiques, au fil des années, là, de 2014 à 2024-2025, il y a des surplus qui se sont accumulés, particulièrement dans les années jusqu'en 2021. Donc, à chaque année, il y a des revenus qui rentrent dans le fonds d'électrification, il y a des dépenses. Ce qui n'est pas dépensé devient un surplus. Et ça devient un actif pour le gouvernement, donc qui vient affecter la dette nette. J'essaie de ne pas être trop compliqué dans la comptabilité gouvernementale, mais il faut quand même aller là où il faut. Mais quand on veut dépenser ce surplus accumulé-là, ça vient nuire
au plan de retour à l'équilibre budgétaire du ministre. Je ne suis pas en train de l'excuser, mais je suis en train de dire que c'est peut-être ça qui fait en sorte que le surplus passé vont être versés directement au fonds des générations. Puis pour les années suivantes, s'il y a des surplus qui sont constatés à la fin d'une année et qui n'ont pas été dépensés, ces surplus-là pourront seront versés soit au fonds des générations ou soit au fonds des réseaux de transport terrestre. C'est ça que le projet de loi 7 vient dire. Et donc ici, ce que j'essaie de vous mentionner, c'est les effets sur la comptabilité. Si on transfère des surplus passés au fonds des générations, ça n'a pas d'effet sur le solde budgétaire, mais ça a un effet positif sur la dette brute. Si on parle de surplus constaté pour les années futures, si c'est versé au fonds des générations, effet positif sur la dette brute, mais si c'est versé dans le fonds d'électrification du réseau de transport terrestre, c'est un effet neutre sur la dette brute et sur le solde budgétaire, mais ça pourrait permettre la présence de déficits dans le fort ou venir effacer des déficits que les taxes sur l'essence trop faibles ne permettraient pas d'arrimer les revenus dépenses du fonds pour le réseau de transport terrestre. Je vous amène ici, donc, dans les deux éléments qui ont été annoncés en lien avec le projet de loi 7 qui n'est toujours pas sanctionné, mais ce qu'on vient dire dans la mise à jour économique. Donc, ce que j'ai commencé à vous parler, on va demander au fonds d'électrification de prendre une plus grande part, ici, là, une plus grande part pour financer le transport collectif. Ce qui veut dire que le Fonds général du gouvernement va avoir moins de sommes à mettre dans le transport collectif. Donc, il n'y aura pas plus de sommes dans le transport collectif. Cet élément-là dégagé lui permet de financer le congé de fonds de services de santé par le Fonds général. Un autre élément qui est dans la mise à jour économique, c'est qu'il va y avoir une compensation de la tarification carbone qui va se faire par le Fonds d'électrification. Ça, c'est un précédent. Il n'y a jamais eu de compensation pour la tarification carbone. Et donc, ça aussi, ça se finance par le Fonds d'électrification. Mais plus qu'on va prendre des sommes dans le Fonds d'électrification pour faire ces initiatives-là, moins il va en rester pour le plan de mise en œuvre du plan pour une économie verte. Et donc, si on enlève des sommes dans le fonds d'électrification, peut-être qu'on devra revoir l'ambition du plan de mise en œuvre pour le plan pour une économie verte. Est-ce que le coût des actions inscrites sera revu à baisse prochainement? C'est la question qu'on lance ici. On ne peut pas être 100% affirmatif, mais si on enlève des sommes dans le fonds d'électrification, il y a des chances qu'il en reste moins. S'il en reste moins, il y a des chances qu'on puisse moins mettre de sommes dans la mise en œuvre du plan pour une économie verte au Québec. Ça terminerait la présentation. Suzy, est-ce que tu veux que je parle du prochain événement avant qu'on passe à la période de questions, s'il y a quelques questions? Vas-y donc. Allez, ça sera fait. Donc, déjà 2026. Donc, on n'a pas d'autres activités prévues pour le moment. Ça se peut qu'il s'en ajoute. Des fois, on est assez rapide sur la gâchette pour ajouter des activités. Mais la prochaine à ce jour, ça sera en 2026. On aura changé d'année et ce sera le moment de faire notre fameux bilan sur la fiscalité. Et donc, on se donnerait rendez-vous le 8 janvier, présence du ministre, où on ferait le bilan de la fiscalité québécoise. Alors, vous pouvez déjà vous inscrire en ligne. Donc, Suzy, on peut arrêter le partage. Tu peux faire ça toi-même, je pense. Oui, oui, c'est bon. Super. Alors, merci beaucoup, Luc. Merci à tout le monde d'être resté, là, même si on a décalé notre début de midi-conférence. Quelques questions. Pour l'instant, j'en ai une concernant les cotisations au RRQ. Donc, qui indique que la dernière évaluation actuarielle qui ne tenait pas compte de l'effet des tarifs américains. La personne demande donc, est-ce que c'est sage de permettre au ministre de réduire à sa discrétion le taux? Parce que si les nouvelles sont mauvaises dans le futur, l'augmentation permise par le mécanisme automatique est indiquée que ce serait maximum de 0,1 %. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque là en ayant fait ça? Bien, pour le moment, il y a plusieurs éléments à cet égard-là. Le premier, c'est que l'étude actuarielle précédente disait aussi qu'il y avait un taux d'équilibre plus bas que le taux de cotisation.
Et là, on est revenu à un taux d'équilibre de 10,47. Le ministre s'en va à 10,60 avec les baisses. Il réduit de 0,20, alors que techniquement, il aurait pu réduire de 0,33. Donc, il reste encore un 13 dixièmes de point de marge de manœuvre si jamais l'économie devait. Mais on comprend que ces taux de cotisation-là, c'est sur une période de 50 ans, là. Donc, je comprends qu'il y a des perturbations court terme, mais quand on fait ces taux d'actualisation-là, on le fait sur une longue période pour justement ne pas avoir à les revoir à chaque 3 ans, là. Puis, on peut peut-être préciser aussi que dans les années 2010, le taux de cotisation, le taux d'équilibre était plus élevé que le taux que nous payons, ce qui avait amené le gouvernement du Québec à hausser progressivement, si bien que le Québec a un taux plus haut de cotisation que les 9 autres provinces canadiennes pour des prestations relativement similaires. Donc, on avait bonifié il y a 3 ans, on a fait le choix de remettre dans la poche des contribuables sans affecter la promesse de rente. Évidemment, on comprend qu'il y a des participations à court terme qui pourraient jouer sur ça, mais normalement, si les actuaires font des projections, les projections sont sur 50 années et à moins que les perturbations demeurent 50 années, ce qui ne devrait pas être le cas. Merci, Luc. Une autre question là, technique, là. Moi, je n'oserais pas, mais peut-être que tu es au courant, c'est relativement la technicalité concernant le congé FSS en agriculture. Il y a une personne qui demande si le calcul de 50 va se calculer sur la base de chaque société individuellement ou en tenant compte de la masse salariale totale de l'ensemble des sociétés d'un groupe de sociétés associées. Je comprends l'idée qu'il y a des sociétés qui ne seraient pas agricoles dans cet ensemble-là. Donc, je pense que là, on est trop technique. Oui, là, ça déborde vraiment ce qu'on a pu lire hier. On va attendre d'avoir. Et puis, je ne crois pas qu'il y avait plus de détails hier. Là, donc, il va falloir attendre d'avoir soit un bulletin d'information ou d'autres éléments. Là. Excellent. Et je pense qu'on est arrivé au bout. Moi, je te relançais une question parce que c'est très factuel ce qu'on présente, mais je te demanderais quand même, il y a des gens qui pourraient être déçus parce qu'il y a peu de mesures, qu'il y a eu peu de mesures dans la mise à jour économique et aussi qu'on a pas, ben c'est la taxe sur l'essence. Donc, c'est des commentaires qu'on entend ici et là. Je te demanderais ton avis général à cet égard-là pour conclure. OK. Question tu m'envoies une balle courbe quand même. Oui, quand même. Ce qu'on peut voir, dans le fond, c'est dans l'histoire québécoise et canadienne, présenter un budget annuel, ça remonte à la Constitution. Là. Donc, ça, il n'y a pas d'enjeu. Mais présenter une mise à jour économique, c'est un phénomène, somme toute, assez récent. Ça remonte, grosso modo, à une vingtaine d'années, pas plus, qu'on présente à mi-année le point sur la situation, peu importe comment on l'appelle, là, mais le point sur la situation économique et financière. Dans ces 20 ans-là, les premières années où on présentait ça, essentiellement, on faisait le point sur la situation économique et financière. Mais plus on s'est mis à avancer, plus on s'est mis à faire des changements dans la fiscalité. Des fois, c'était suite à une élection parce qu'il y avait un empressement. Des fois, c'était d'autres choses parce qu'on avait une volonté d'agir. Mais ce n'est pas l'objectif d'une mise à jour économique de faire des changements dans la fiscalité. Déjà qu'il y en ait eu là, des annonces, mais on se rapproche plus d'une véritable mise à jour que d'un ce qu'on appelait un deuxième mini-budget en cours d'année. Là. Ça, c'est le premier élément. Pour ce qui est de la taxe sur l'essence, bon, vous voyez, le premier ministre avait fait un discours d'ouverture le 30 septembre dernier, puis il demandait au ministre des Finances de soulager le portefeuille des ménages. Ça découlait aussi d'une élection partielle dans Arthabasca où il y a eu quand même pas mal de partis politiques qui s'embarquaient dans l'idée qu'il fallait diminuer la taxe sur l'essence ou la taxe carbone. Donc, moi, j'étais plutôt craintif à cet égard-là dans la mesure où la taxe sur l'essence sert à financer le fonds pour le financement du réseau du transport terrestre qui comprend les routes, mais qui comprend le transport collectif. Donc, il y a des sommes qui doivent, la taxe sur l'essence, ça sert à financer ces dépenses-là. Si ce fonds-là est déficitaire, ça veut dire qu'on prend de l'argent qui devrait aller dans les autres missions de l'État pour financer ces missions-là. Donc, la taxe sur l'essence ne connaît pas de rendement. Elle ne croît pas au cours des dernières années. Je ne crois pas qu'il faudrait l'abaisser. Là, on se ramène souvent avec l'Ontario ou dans les autres provinces, dire oui, mais c'est plus bas. Si on regarde l'écart théorique de prix entre le Québec et l'Ontario, ça devrait être 24 sous d'écart. Quand on regarde l'écart réel, on est à moins de 14 sous en novembre dernier. Donc,
Ça veut dire que les mécanismes du marché, soit du côté de l'Ontario, les producteurs s'accaparent d'une part de la baisse de taux ontarienne, ou soit du côté québécois, il y a des producteurs aussi qui s'accaparent ou qui prennent sur eux une part de la taxe additionnelle de carbone. Et donc, tout ça pour dire oui, il y a un écart avec l'Ontario qui est significatif sur la taxe sur l'essence, mais quand on regarde pour les ménages en moyenne, on parle de 190 par année. Et si on faisait le même exercice pour les ménages de combien ils économisent avec une autre forme d'énergie qui est l'hydroélectricité, bien là, on verrait que l'économie est beaucoup plus forte du côté de l'hydroélectricité que ce qu'on paye en plus en taxe sur l'essence en se comparant à l'Ontario. Et que tout bien considéré, on est peut-être gagnant au Québec avec les deux énergies combinées. Puis on n'oublie pas avec la question de l'environnement aussi, ça serait plutôt contradictoire avec ça. C'est un point important. Tu as très bien frappé la balle courbe. Donc, je te remercie. C'est tout le temps, je pense qu'il faut qu'on s'arrête ici. Alors, encore une fois, merci à tous d'avoir été présents, puis on a bien hâte de vous revoir à la prochaine activité. Merci beaucoup. Merci, Luc. Merci, au revoir.